attention, je suis une grande amoureuse de la France, tellement j'adore nos valeurs, je suis très fière de notre culture, mais on a encore un petit boulot à faire sur l'aspect physique et comment il est accepté au sein de la société. Il y a 12 ans, Anna a été victime d'alopécie et a perdu l'intégralité de ses cheveux et poils en à peine 6 mois. Aujourd'hui, à 37 ans, elle cartonne sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Disruptive Beauté. Son objectif, faire évoluer les standards de beauté classiques. Alors comment a-t-elle réussi à s'aimer, à aimer sa différence et dépasser le regard des autres ? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Alors, tu es influenceuse, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Disruptive Beauté. C'est un pseudo pas banal, c'est un mot qui vient de l'anglais et qui veut marquer la rupture, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'était d'emblée d'annoncer que toi, tu veux être en rupture avec ce qui se fait dans l'univers de la beauté ? Oui, et puis je pense que c'est quelque chose d'inhabituel. Une femme blogueuse beauté, sans cheveux, sans cils, sans sourcils, c'était déjà partir avec quelque chose de différenciant. Et l'idée était effectivement d'annoncer la couleur tout de suite. Parce que sur ton compte Instagram, tu proposes pas comme toutes les influenceuses beauté classiques des tutos, mais tu partages aussi ton quotidien avec l'alopécie. Exactement. Et qu'est-ce que c'est justement l'alopécie ? Qu'on reprenne du démarrage, qu'on comprenne tout. Ouais. Alors en fait, l'alopécie, c'est une pathologie auto-immune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton corps s'agresse lui-même. Il ne reconnaît plus en fait. Il considère la pilosité, le cheveu comme un corps étranger et il le détruit. Donc il y a différentes formes d'alopécie. Il y a des alopécies qui sont partielles, qui sont uniquement sur certaines zones du corps ou du visage. Des pelades. Pelade, alopécie, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste des appellations différentes. Et il y a des alopécies qui sont beaucoup plus extrêmes, comme la mienne, qui est totale. Et en fait, c'est une perte capillaire absolue, une perte de pilosité absolue. Plus de cheveux, plus de poils, plus de cils, plus de sourcils, plus rien du tout. Et ça reviendra jamais ? Tout est fake. Ça reviendra jamais ? A priori, ça ne reviendra jamais. Il n'y a pas d'exemple J'en ai jamais rencontré en fait. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit une personne a la même chose que toi et finalement c'est revenu. Et quand je creuse, je me rends compte que ce sont des personnes qui ont eu des alopécies partielles. Donc avec un trou au milieu de la tête, une perte de cheveux vraiment très définie à un moment donné. Et ça, effectivement, ça peut guérir. Mais des versions comme la mienne, j'en ai jamais rencontré. Chez toi, comment est-ce que ça a commencé ? Alors, ça a commencé par une toute petite plaque. Quel âge déjà ? À 24 ans. Ça a commencé par une toute petite plaque au-dessus de la nuque. J'ai commencé à me gratter un peu la nuque. En fait, ça me grattait depuis un moment. Et puis, je sentais pas les cheveux. Tu sais, quand tu te grattes dans la tête, tu sens tes cheveux. Je sentais pas mes cheveux. Et j'ai pris une photo en fait de ce truc-là que j'arrivais pas à identifier parce que c'était derrière. Et j'ai vu comme ça. Donc il y avait la masse capillaire, il y avait une zone très délimitée, complètement nue, complètement sans cheveux. Elle était importante cette zone ou de la taille d'une pièce de 2 € à peu près. Oui, ça va. Donc ça va. Moi, je me suis dit bon, c'est un peu surprenant, etc. Je vais aller voir un médecin. J'étais voir un dermato. Il m'a dit oui, faites une petite alopécie. Vous allez mettre un peu de minoxidil, ça ira bien. Et en fait, la pièce de 2 € s'est étendue. D'abord plus grande, et puis en plus, d'autres zones se sont déclarées frontalement. Ça en combien de temps ? La décalvation totale a pris 6 mois. Donc, à partir du moment où j'ai vu cette première zone de pelade et le moment où véritablement il me restait quelques touffes de cheveux que j'ai dû raser, ça a pris 6 mois. J'avais compris très tôt, une intuition, je crois, qu'il n'existait pas de traitement et qu'il n'existait pas de chemin arrière possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est déclaré, j'ai senti que je n'allais être que dans une courbe en fait descendante. Et en fait, à partir du moment où tu vois que tes cils commencent à tomber, que tes sourcils... Ça, c'était ton angoisse, j'ai lu. Parce que tu avais peur de perdre l'intensité du regard. C'est exactement ça. Et ça a toujours été quelque chose de bizarrement très frustrant pour moi, cette perte au niveau du regard. Il y a beaucoup de choses qui passent. Au démarrage, je me souviens passer des heures dans la salle de bain à me regarder en me disant « Mais c'est qui cette femme que je vois dans ce miroir ? C'est pas du tout moi. C'est impossible. » J'avais des cheveux... très dense, très épais. Tu disais que c'était ton signe un peu distinctif. T'étais la Complètement. fille avec une grande crinière brune. C'est exactement ça. Tu connais Anna ? Non, pas du tout. Tu sais, la fille avec les longs cheveux, là. C'était comme ça qu'on me décrivait. Et donc, j'ai passé comme ça des heures entières à me regarder dans le miroir en me disant, mais qui est cette personne ? C'est impossible, c'est pas moi, ce n'est pas possible. Et tout s'est un peu effondré autour de moi et j'ai mis très longtemps
avant d'en être là où je suis actuellement, c'est-à-dire capable de me tenir devant toi sans ma perruque, traverser les rues autour du studio pour arriver jusqu'ici sans perruque. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Au début, tu disais que ce qui était dur, c'était que souvent les gens, quand ils te regardaient, ils pensaient que tu avais un cancer. Ouais. Donc tu ressentais leur tristesse. C'est vrai. Et qu'à la fin, ça a été impossible pour toi de continuer de supporter toute cette tristesse. J'arrivais plus à absorber, en fait. Déjà, je savais pas trop où positionner ma propre souffrance. J'arrivais pas encore à bien la canaliser. Et du coup, c'était déjà compliqué pour moi de savoir ce que j'en pensais moi-même. Et ensuite, il y a la réaction des proches, les parents, les frères et sœurs, etc. C'est compliqué d'absorber la tristesse aussi de sa famille. Et puis, dernier cercle, ce sont les amis, et puis les amis des amis. Et alors là, t'es submergé. Tu te dis, j'arrive pas à ressentir tout ça pour vous, en fait, les gars. Laissez-moi 2 minutes. D'abord que je sache. Fait, même la bienveillance, t'en avais pas. J'arrivais pas. Mon père me dit toujours, certains mots créent plus de mots. Et c'est très vrai. Moi, j'ai un logiciel qui fait que j'ai une forte capacité de résistance aux batailles de la vie, mais j'ai besoin de temps, d'abord pour savoir ce que j'en pense et me dire comment je vais affronter ce truc-là. Et ma façon de vivre ce truc-là a été de m'isoler, de prendre le temps pour moi, d'essayer de me couper un peu du monde pour juste essayer de ressortir un peu la tête de l'eau. T'as perdu ton travail ? Au même moment. Tu allais au travail avec un foulard, c'est ça ? Au bout d'un moment, j'étais obligée, oui. Au début, tu mettais pas de perruque. Ouais, non. Tu mettais des bonnets, des chapeaux Oui. Pour essayer de... Comme il te restait encore des cheveux, t'essayais de concilier ça, c'est ça ? Exactement. Il y avait quelques mèches de cheveux par-ci par-là et en fait, j'aurais mieux fait de tout raser à ce moment-là, mais c'est un acte très fort de se raser la tête. Deuil aussi. Donc, je gardais le peu de cheveux qui me restaient, je mettais des foulards, etc. Effectivement, ça a été masqué par la charte. La charte du magasin n'autorise pas d'avoir. C'était un magasin de cosmétiques, c'est ça ? Oui, exactement. Enfin, un grand magasin et je travaillais pour une marque de cosmétiques. Et toi, tu faisais quoi ? J'étais ambassadrice de la marque. Et eux, ils ont pas supporté que tu viennes. C'est ça le plus surprenant, c'est le foulard qui les a dérangés et la connotation du foulard, en fait, c'est ça ? C'est un peu ça. Et puis c'est surtout, je suis rentrée dans cette entreprise avec une image et mon image a évolué au sein de cette entreprise. Et cette nouvelle image, non, ne convenait pas. Donc ça a été masqué par tu fais plus bien ton job, tes chiffres ne sont plus assez bons. Et tu les as attaqués après ? Ouais. T'as gagné. Ouais. Mais entre-temps, t'es partie, c'est ça ? Tu as quitté la France ? C'est exactement ça, ouais. Je me suis dit, ça, je vais le mettre sur le bas-côté. J'en ai pas fini avec cette histoire. Ça faisait beaucoup quand même. Là, ça faisait pas mal, ouais. C'est-à-dire que je me séparais d'un ex-copain, rupture avec le travail, rupture avec mon image. Perte de mes cheveux, il y a un moment où j'arrivais plus, en fait. Non, j'arrivais plus. Donc, je suis partie. Alors, t'es partie où ? Je suis partie à Tel Aviv. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ah la renaissance. Renaissance petit à petit. Ça n'a pas été, j'ai posé mes valises et tout a été mieux pour moi. Ça a été, ok, là, déjà, personne ne me connaît. Et c'est très bien comme ça. Je vais faire un job que j'ai jamais fait dans ma vie et que j'aurais peut-être jamais fait à Paris. Je travaillais dans un café, je me levais à 6h du matin, je mettais les chaises sur les terrasses, c'était génial. Et alors, j'avais basculé à la perruque, donc les gens ne le savaient pas forcément que j'avais quoi que ce soit. Mais en tout cas, on ne me posait pas de questions et ça m'allait bien. J'étais en fait un peu en mode pilote automatique. C'est-à-dire que j'étais dans une vie qui ne m'appartenait pas forcément, mais elle me faisait du bien parce qu'elle me permettait de mettre un pied devant l'autre le matin et de pouvoir avoir une vie à peu près normale. Je me lève, j'ai un boulot, je commence à me faire des amis, ça passe. Parce qu'avant ça, en France, c'était quoi ? Saturé. J'avais l'impression que erreur 404, tu vois, ça n'existe plus, quoi. Ce qui a été n'existe plus et c'est très compliqué parce que la vingtaine, c'est une espèce de période un peu charnière, quoi. J'étais encore en construction, que j'existais déjà plus. C'est-à-dire que j'avais pas mal d'incertitudes, j'avais quelques complexes, et là, tout d'un coup, comme si tout ça finalement n'était que secondaire, parce que là, j'avais un très gros problème avec lequel je devais dealer et que j'avais pas du tout vu venir, tu vois. Donc, je me suis sentie, comme je te dis, saturée de trop d'émotions. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a volé ce qu'on appelle les plus belles années de sa vie ? Alors, je dirais pas mais je dirais si j'avais pu, j'aurais fait les choses autrement. On choisit la vie.
qu'on a envie de mener. Et c'est sûr qu'il y a ce moment de choc qui doit être accompagné, mais je ne me remets en fait la faute sur personne d'autre. C'est le destin que la vie a choisi pour moi et je l'accepte. Et j'ai pas du tout cet esprit revanchard de puisque j'ai ça maintenant, je vais en faire autre chose, etc., etc. Mais si j'avais pu, j'aurais dealé autrement avec cet événement à l'époque. J'aurais adoré trouver un repère, une personne à qui m'identifier, qui a de l'alopécie et qui montre l'exemple d'une vie sereine avec de l'alopécie. Que tu fais désormais, en fait. Exactement. Ce que je fais là, c'est parce que je sais que ça sert à d'autres sur tout un tas de sujets, que ce soit de l'alopécie, que ce soit de la maladie, que ce soit tout simplement rien, des petits tracas du quotidien. Je montre en fait que l'essentiel dans la vie, c'est ce qu'on met à l'intérieur de la vie. L'important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Moi, j'ai choisi de réussir la mienne, peu importe ce qu'elle avait choisi pour moi en fait. Et ça, je me le suis juré. Dans mon lit d'hôpital, quand j'étais à Saint-Louis, j'étais là avec ma cortisone, j'en pouvais plus, c'était dégueulasse, je voyais mon corps changer, je voyais ma tête changer. Je me suis dit, mais il en est strictement hors de question. Meuf, tu vas pas du tout devenir une loque humaine sous prétexte que. Et à ce moment-là, j'avais encore peut-être dans l'idée qu'il reviendrait. Donc je me suis dit, ok, le temps qu'il revienne, arrête de pleurer. Ça va revenir. Au bout d'un moment, je me suis fait une raison. J'ai fait le deuil de mes cheveux. Je me suis dit, ok, fine, il n'y en aura pas. C'est pas grave. Mais alors quoi ? J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'une nana qui m'a écrit, j'ai 46 ans, j'ai 25 ans d'alopécie à mon actif, de vous voir me fait du bien, mais j'arriverai jamais à faire ce que vous faites. Et je me cache, et je mets ma perruque, et j'ai peur que mes collègues le voient, etc. Mais moi, ça me fait brûler le cerveau de lire des choses pareilles. Parce que je me dis qu'elle a pas réussi sa vie pour moi, cette dame. Donc c'est un des projets d'ailleurs de ton compte Instagram. Complètement. Et de faire en sorte que les gens arrêtent de sursauter dès qu'il y a une personne avec des normes différentes. Tu n'aimes pas ce mot d'ailleurs. Je déteste ce mot. Pourquoi ? Parce que je cherche à les gommer, les différences. Donc, tu veux plus qu'il existe en fait. Bah, si je les cite, je les souligne. Donc pour moi, j'utilise toujours nouvelles normes, différents standards. Enfin non, pas différents du coup, mais nouveaux standards. Voilà, nouveauté. Ouais. La nouveauté et non la différence. On revient un petit peu sur Tel Aviv. Pourquoi Tel Aviv ? Combien de temps tu y restes ? Pourquoi Tel Aviv ? Parce que je suis bilingue. Ma mère, elle est franco-israélienne. D'accord. Donc la langue déjà. La langue, parce qu'il fait beau tout le temps et parce que je savais que là-bas, on peut être à moitié tatoué avec un œil rose, un œil vert, une jambe en moins et 6 doigts dans une main. Là-bas, ils ont déjà fait le travail d'éducation alors ? D'évolution. En fait, là-bas, ils en ont strictement rien à faire de l'apparence des gens. C'est-à-dire que les médecins, les avocats peuvent être tatoués avec des piercings de partout, avec des cheveux roses, qu'on va le regarder pour ses compétences. Et attention, je suis une grande amoureuse de la France, tellement j'adore nos valeurs et je suis très fière de notre culture. Mais on a encore un petit boulot à faire sur l'aspect physique et comment il est accepté au sein de la société. C'est un vrai boulot qu'on a à faire et il faut le faire parce que ça existe dans d'autres pays. Dans le même mois, j'ai fait un week-end dans le sud de la France, à Cannes, et je suis partie 15 jours en Floride. Et à Cannes, je retire ma perruque, j'ai tous les regards qui se figent, j'ai l'impression même que la musique du bar de la plage s'arrête et que tous les yeux sont figés sur moi et je suis là genre, et quoi ? Ok, j'arrive en Floride, je fais la même chose et des nanas que je ne connais pas viennent me voir pour me dire « Oh my God, you're so sexy ». Je regarde Maï et j'ai dit « Ok, donc… » On en est là, en fait. C'était il y a 3-4 ans, cette histoire. Ah oui. Ouais. Et donc, au bout de combien de temps, tu me dis, tu quittes Tel Aviv, tu rentres en France ? Ouais, je rentre en France. Pourquoi tu rentres ? En fait, je sentais que j'étais suffisamment capable, pas guérie, mais en tout cas assez solidifiée pour récupérer les paquets que j'avais laissés sur le quai, tu vois. Le prud'homme, la vie d'avant que j'avais laissée un peu en vrac. Et parce que je suis foncièrement, profondément amoureuse de la France, encore une fois. Et que c'est ça, mais elle est là, ma vie, c'est ça mon pays. Mais donc, à quel moment tu rencontres ton mari dans tout ça ? Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on s'est croisés à ce moment-là où j'habitais à Tel Aviv, sans jamais se parler parce qu'on avait un cercle d'amis en commun. Je savais qui il était, il savait qui j'étais. Point barre, parce que amis communs. Et on s'est jamais parlé à ce moment-là. Et je l'ai rencontré bien des années plus tard. Je l'ai rencontré, il me semble, 6 ans après avoir vécu là-bas. Et ça, j'imagine que ça t'a forcément beaucoup apporté aussi dans le regard que
t'as fini par porter sur toi, l'acceptation. Ouais, énormément. J'avais commencé un peu à faire ce travail de me dire, meuf, arrête de te fuir. T'as pas de cheveux. Et donc quoi ? Toute la vie, je vais mettre un foulard à la plage. Toute ma vie, je vais mettre une perruque. Toute ma vie, je vais être angoissée de pas avoir de sourcils. Je n'ouvrais pas la porte de chez moi quand quelqu'un se présentait à l'improviste si j'étais pas maquillée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vie-là de... T'es jamais toi-même, quoi. Complètement. J'étais jamais soulagée de moi-même. Donc, j'avais commencé à me dire stop. Et puis il est arrivé et il a solidifié cet exercice. On est quand même plus fort à deux. Ouais, clairement. Et avant, c'était quoi justement les histoires d'amour ? J'avais lu quelques petites dates un peu foireuses. Avec des garçons un peu lâches. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu surtout, en fait, beaucoup d'histoires amorcées, non abouties. Si tu veux, les hommes se présentaient au départ parce que j'ai ma perruque, j'ai mes cils, tout ça, on voit strictement rien. Donc, on sentait que les hommes étaient un peu intéressés. Et puis, au final, quand ils l'apprennent, quand ils le découvrent, quand je le dis, effectivement, il n'y a plus rien. Donc, il y a eu beaucoup de dates amorcées et non... Tu le dis avant d'aller plus loin, en fait. Ouais, parce que je n'assumais pas de vivre avec cette espèce d'angoisse du regard de genre... Ça veut dire que chaque rendez-vous galant, tu y vas en te disant... t'es stressée par le fait que tu vas devoir annoncer ça aussi, quoi. C'est-à-dire que normalement, une date, déjà, il y a toujours cette espèce de petite tension, de petite excitation. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, etc. On espère se présenter sous son meilleur jour. Moi, c'était même plus ça, quoi. C'était pourvu que ma perruque ne tombe pas, pourvu qu'il ne capte pas tout de suite dès que j'arrive. C'était... Mais ça recentre le débat. Et ça aide finalement beaucoup de personnes qui se polluent l'esprit à cause des choses qui sont finalement futiles. Et à ce moment-là, il n'y a pas de Instagram ? Ton Instagram, il est super récent au final. Non, je bossais pour une entreprise. Je ne m'étais pas du tout posé la question de créer cette page. Tu bossais toujours dans l'univers de la beauté ? Ouais, univers de la beauté, de la femme. Et je bossais pour une entreprise. Donc en fait, j'y étais bien. Je me suis pas dit que j'allais faire quelque chose de mon histoire. Et je suivais comme ça quelques influenceuses beauté. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai une expertise beauté, ce serait peut-être bien que je fasse ça. Mais moi, je pensais bloguer sur la beauté. Je pensais juste donner des reviews sur les produits, etc. Parce que c'est ça mon domaine d'expertise. C'est ce que tu as fait au démarrage alors sur ton compte ? Ouais, c'est ce que j'ai fait, en me cachant. Perruque. Et au bout de combien de temps tu te dis non, j'arrête de me cacher ? Eh ben, au bout d'un moment où quand je regardais certaines influenceuses beauté, bardées de filtres, bardées de plein de choses, je me suis dit, ça manque quand même un peu d'authenticité, cette histoire. Et je commençais à décrocher. Je me suis dit, si toi, tu décroches en tant que consommatrice Insta, ta communauté, elle est certainement là aussi pour autre chose. Elle va Mais aussi ça marchait décrocher. au début quand tu te cachais, que tu faisais... C'était les amis des amis qui me regardaient. D'accord. Donc, c'était une communauté très restreinte. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, donc, tu as fait tout ce chemin. Il y a une histoire qui pourra probablement servir à d'autres personnes, dont moi, j'avais cruellement manqué au moment où je cherchais des repères pour me dire, ça ira. Et tu n'en fais rien et tu te caches. Ok, fine, non, c'est pas possible. Et tu fais pas que ça. Tu fais du télé-shopping aussi. Ouais. Tu fais de la télé, quoi, sur TF1. Ouais, un petit peu, ouais. Ponctuellement. Mais comment t'arrives là-dedans ? En fait, je bossais, je suis ambassadrice pour une marque de cosmétiques qui a eu un espèce de créneau sur le télé-shopping pour promouvoir les produits. Ils m'ont dit, mais non, Anna, c'est vous qui allez y aller. Je dis, ok, fine, moi, pas de problème. Je prends la parole et tout. Et puis, au final, le téléshop m'ont dit, mais c'est vachement bien, quoi. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Moi, j'étais là, non, c'est la première. Et du coup, voilà, ça s'est un peu fait comme ça, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les femmes qui ont du mal à s'accepter ? En fait, non, j'ai pas de conseil. Parce que un conseil pour moi n'est pas valable pour les autres. Je crois qu'on a tous nos modes de fonctionnement très différents. Par contre, ce que je t'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui m'aide moi dans la vie, c'est faut pas chercher à réussir dans la vie, faut chercher vraiment à réussir sa vie et ne pas vivre à côté de sa vie. Et on a l'habitude de terminer les entretiens avec 3 questions. Ta définition de la beauté ? La définition de la beauté, c'est une définition c'est quelque chose qui se rapproche de la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est authentique, c'est beau. Mais à partir du moment où c'est authentique et c'est vrai, ça peut être aussi très moche. Mais il faut accepter ça. Et pour moi, c'est ça que ça englobe. La beauté, c'est pas forcément linéaire, parfait. C'est plein de failles, plein d'odeurs, plein de saveurs. Celle des complexes ? C'est des pourrisseurs de vie. Et comment est-ce qu'on leur dit fuck aux complexes ? Eh ben, en considérant que ce n'en sont pas, justement. Dans cet épisode, vous avez découvert Anna. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @disruptivebeauté pour une bonne dose d'humour et de beauté quotidienne.